Donc bonjour à tous et à toutes, nous voici pour une vidéo sur la conférence Est. Donc comme je l'ai dit pour la vidéo de l'Ouest, je vais faire un format différent de ce qui était prévu. Alors donc ce format il va être sur des points dans l'année où on va étudier le top 10 de chaque conférence. Alors le top 10 pourquoi? Parce qu'il y a les 8 qui sont déjà playoffables et les deux équipes qui peuvent aller gratter cette 8ème place ou cette 7ème place, donc les plus proches. Donc là on va parler de l'Est. Alors l'Est qui est dominé par deux équipes. Maintenant à côté de ça, il y a 8 autres équipes qui sont très très proches. Donc on va commencer par la 10ème équipe à l'heure actuelle. La 10ème équipe c'est les Wizards. Alors Washington s'est remis d'une période très compliquée. Alors pourquoi? Parce que ils se sont basés juste sur deux joueurs forts. Ils ont un gros problème de banc. Alors ces deux joueurs forts, c'est John Wall et c'est Bradley Beal, qui sont vraiment de très très bons joueurs. Maintenant je trouve que cette équipe-là, 10ème de conférence Est, oui pourquoi pas, mais je les vois pas plus haut, clairement pas. Manque d'effectifs au niveau du banc, manque d'implication des pivots. Marcin Gortat qui annonce on a le pire banc de la ligue. Alors oui c'est vrai au niveau des blessures de Ian Mahinmi fait beaucoup. Mais maintenant, faut pas qu'il oublie qu'il est sur le terrain lui aussi et qu'il peut apporter. C'est assez triste ce qu'il fait. Maintenant, à côté de ça, on a Bradley Beal toujours présent. On a John Wall, on sent qu'il est en train de peser de plus en plus sur lui cette équipe. Donc peut-être un trade à la fin de la saison, peut-être, je ne sais plus s'il n'est pas free agent la saison prochaine. Auquel cas, je pense que ça va être dur de le re-signer. Alors on passe de suite sur l'équipe qui est 9ème. Alors les 9ème c'est les Bulls. Alors Chicago avait fait un très bon début de saison. Alors on se rappelle tous que c'est une équipe qui a été très vite qui a très vite subi les foudres de tous les commentateurs parce que ouais il n'y a pas de shoot à 3 points. Ouais on a signé deux vieux joueurs au lieu de deux jeunes. Ok, je veux bien l'entendre. Mais en attendant on a signé deux vétérans, deux baguets, pas forcément de mauvais choix. Alors maintenant, pour moi, il y a un gros problème au niveau du coaching, notamment ce que fait Fred Hoiberg. Dans le 4ème quart-temps, le tout à Jimmy Butler, c'est compliqué. On a même vu D. Wade s'en plaindre alors que c'est pas le premier à l'ouvrir auprès des journalistes. Il s'est plaint du choix de coaching, du fait qu'il fallait que ce soit d'autres joueurs qui puissent prendre les responsabilités. Alors on se rappelle que D. Wade c'est un joueur très clutch. On se rappelle du This is my house, on se rappelle de tout ce qu'il a fait avec Miami. Donc ce serait bien de peut-être le voir dans ce registre-là, même s'il fait un très bon boulot avec Chicago. Alors après Rajon Rondo, c'est un gros problème à la main parce que oui, il peut être très bon, ou alors c'est du qui tout double avec Rajon. J'ai beau être un fan, c'est vraiment devenu du qui tout double. On est loin des années Celtics où c'était du 10-10-9 pratiquement tout le temps. Là c'est vraiment déprimant. À côté de ça on a des joueurs qui sortent vraiment de leur boîte. On a notamment Taj Gibson qui fait un chantier monstrueux, qui est pour moi un des joueurs en devenir de cette équipe. Ça fait longtemps qu'il est là en même temps. Si on commence à le responsabiliser, c'est rien de mieux. À côté de ça, donc on a en 8ème les Pacers. Alors Indiana on attendait tous beaucoup plus d'eux. Avec notamment la grève de Jeff Teague en plus à la même, l'idée de vouloir jouer un peu plus de jeux rapides et tout ça, mais on voit que ça marche pas. Ils sont à peine à 15 victoires pour 16 défaites, donc bilan déficitaire d'un match, mais honnêtement avec un joueur comme Paul George qui est All-Star, on s'attendait à vraiment beaucoup mieux, et il faut avouer que c'est un peu décevant de voir à cette place. Alors à voir vraiment s'il faut pas repenser le truc, parce que au rythme où ils sont, je les vois même peut-être sortir du top 10. Ensuite on peut voir que les Bucks sont 7ème, ils ont un bilan équilibré à 14-14. On va s'intéresser à deux joueurs phares qui sont Jabari Parker et Giannis Antetokounmpo. Alors Jabari Parker c'est un joueur plutôt poste 4 qui a été vraiment remarqué l'année dernière parce qu'il a des bons pourcentages, c'est un bon shooter, et il a une bonne envergure de bras, mais celui que je vais plus m'intéresser c'est Giannis, parce que Giannis a vraiment évolué. Alors il est à plus de 20 points,
il fait souvent des perfs à base de 27-7. Souvent, en fait, c'est vraiment le profil de joueur capable de faire ce qu'on appelle le 5x5. Alors 5x5, c'est tout simplement 5 points dans 5 catégories statistiques différentes. Donc ça peut être un joueur à 5 points, 5 passes, 5 rebonds, 5 contres, 5 interceptions. Faut savoir que c'est pas donné à tout le monde. Le pire, c'est que Giannis est capable de faire ça, mais avec des pourcentages assez hallucinants, et puis des scorings comme des plus de 20 points. Donc vraiment un joueur, alors tout le monde l'attend au All-Star cette année. Je dois avouer que ça ferait très plaisir de le voir, surtout que c'est un mec qui est capable de faire des dunks depuis un petit peu plus loin que les lancers francs. C'est un gars qui est capable de faire des Eurostep, le premier appui il est au lancer. Deuxième il est ligne de zone de non-charge, et le troisième il est en l'air, il est pas un dunk de fou. C'est un joueur très athlétique qui devient de plus en plus propre dans ses choix. Donc honnêtement c'est une équipe qui est très intéressante à suivre. Alors après donc ils sont 6ème, c'est les Hawks. Alors Atlanta, c'est très décevant de les voir à ce niveau-là. On s'attendait vraiment beaucoup plus, surtout depuis la signature de Dwight Howard. Donc ils sont 6ème avec 15 victoires, 15 défaites. Équipe qu'on attend plus haut. Dennis Schroeder en meneur titulaire, ça marche bien. Derrière, Paul Millsap toujours très présent. Mais voilà, je pense qu'il faut que Dwight, au lieu de parler dans la presse, ce qu'il a eu l'habitude de faire un petit moment, se mette à être encore plus présent sur le terrain. On avait vu des très bonnes choses, c'est vite dit, mais on avait vu des bonnes choses à base de double-double à Houston. Ce serait bien d'avoir au moins ça avec un joueur comme Dwight Howard. Ensuite, 5ème de conférence, c'est New York. Alors New York, ils sont à 16 victoires pour 14 défaites. Alors on voit que le collectif, il se met en place de plus en plus. On voit que notamment des joueurs comme Kristaps Porzingis sont replacés dans le centre de l'attaque comme second de Carmelo. On voit que Derrick Rose est capable d'être un peu plus gestionnaire aussi, de moins croquer la balle pour lui. La grosse énigme, c'est quid de Joakim Noah, parce que Jukes apporte pas énormément, donc c'est compliqué à gérer. On a vu des bonnes situations avec Kylo Quinn aussi, donc le pivot backup, donc qu'est-ce qu'on fait? On a vu des bonnes situations avec Kuzminskas aussi, qui est un jeune joueur qu'ils ont récupéré. Donc c'est une équipe qui est intéressante, qui joue un bon basket, mais qui a besoin, je pense, d'être un petit peu plus cadrée. Je pense que c'est une équipe qui peut peut-être aller en demi-finale, mais je les vois pas plus haut, clairement pas. Alors après, au-dessus, on a les Hornets. Alors les Hornets, donc Charlotte, qui sont à 17 victoires, 13 défaites. Alors ils sont portés par deux joueurs forts. Et à côté de ça, par plein de role-players très très intéressants. Dans le je parlerai des joueurs forts après. Dans les role-players, il y a un mec comme Frank Kaminsky, qui vient d'arriver depuis 2 saisons. Qui a un poste 4, qui est un joueur assez propre, mais qui a montré de très bonnes choses. On a des joueurs qui sont assez solides pour la défense. On a notamment des joueurs comme je sais plus qui. Alors on a notamment voilà l'exemple de Kaminsky, l'exemple le plus flagrant pour moi. Même si à côté, après, je peux citer pour moi les deux joueurs phares de cette équipe-là, ils sont assez évidents. C'est Kemba Walker en tant que première option, qui fait des matchs à plus de 30 points, qui porte l'équipe, mais qui est un pur scoreur de base, qui n'est pas vraiment un meneur gestionnaire. Et ce qui fait qu'il y a un joueur français, Nicolas Batum, qui s'épanouit complètement dans ce rôle de poste 3 gestionnaire, seconde option offensive, et plutôt créateur de son équipe. Alors on l'a vu sortir son 7ème triple-double en carrière il n'y a pas si longtemps, avec un 20 points, 14 passes, un 20 points, 11 passes et 11 rebonds. Donc
performance très intéressante, d'autant plus que c'est vraiment son registre à Nicolas Batum. C'est pas un joueur qui mettra 30 points dans un match, faut pas délirer, mais je pense qu'il est capable de tracer 20-8-8. 20-8-8, ce serait très bien. Alors moi, voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Alors Charlotte, j'espère les voir au moins en demi-finale de conf. Ce serait bien. Ce serait une étape supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Et vu ce qu'ils montrent, il y a vraiment des chances de les voir à ce niveau-là. Alors ensuite, en troisième position viennent les Boston Celtics, donc ils sont très bien remis, ils sont à 18 victoires, 13 défaites. À l'heure actuelle, Boston tient parce qu'ils ont un petit lutin là, qui s'appelle Isaiah Thomas, qui est monstrueux. Tout simplement monstrueux. Il a fait un match à 44 points en meneur. Il n'a pas l'avantage de taille, il n'a pas l'avantage de gabarit, il a juste un avantage de technique et de vitesse et de vivacité. Et c'est un joueur qui lit très très bien le jeu. Et toutes ces petites choses combinées font de lui un excellent meneur à l'Est. Alors, en All-Star, compliqué parce qu'il y a d'autres meneurs devant. On va en parler, pour moi il y en a deux déjà au-dessus. Il y en a un troisième, un Kemba Walker qui mériterait peut-être cette nomination cette année pour ce qu'il fait avec Charlotte. Donc pour moi Boston compliqué. Maintenant, vu que les postes n'ont pas forcément respecté, j'aimerais bien le voir. À côté de ça, on a l'émergence d'Al Horford qui fait de très bonnes choses. À noter notamment la victoire contre New York pendant le match de Noël, 119-114, donc qui est une victoire de rang pour eux vu que New York est 5ème. Donc ça, c'est des petits points à grappiller très vite. On voit que le coaching de Brad Stevens porte ses fruits, que l'équipe s'est réussi à se tenir malgré le manque de certains joueurs, notamment Avery Bradley qui a été blessé, notamment Jake Crowder qui a été blessé. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour les Celtics, mais ils tiennent bon, ils sont 3ème. Alors après, donc on a la fin du podium, c'est-à-dire Toronto, ils sont 2ème, ils sont à 21 victoires, 8 défaites. Donc sur ces 21 victoires, 8 défaites, ce qu'on peut retenir, c'est déjà le début de saison de fou de DeMar DeRozan, qui est dans le top 5 des meilleurs scoreurs, qui en plus de ça fait ça en étant très peu à 3 points. C'est pas son tir de prédilection, c'est le tir à mi-distance, comme un certain Kobe. C'est très impressionnant ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire avec cet handicap-là de ne pas shooter à 3. Maintenant, à côté de ça, il est bien épaulé par Kyle Lowry. Et étonnamment, l'équipe fonctionne bien malgré le manque au niveau des rotations, au niveau des pivots. On se rappelle le départ de Bismack Biyombo pour Orlando, qui est malheureusement un mauvais choix pour lui. Je trouve que l'équipe tient le coup justement, donc à voir en playoff ce que ça va donner sans cet apport là en bas, mais c'est une équipe qui tient bon et ça fait plaisir à voir ce qu'ils feront en playoff. Et enfin donc les premiers, donc Cleveland. Alors Cleveland sont à 23 victoires et 6 défaites, notamment la victoire du dernier match là, contre Golden State hier soir lors du Christmas Day, donc victoire d'1 point. Alors on sait un petit peu quel joueur on attend dans cette équipe-là. Il y en a 3. Il y a Kevin Love, qu'on attend notamment en début de match, puisque c'est un petit peu la logique de Tyronn Lue, leur coach depuis le début de saison, c'est de le mettre en starter et de jouer toutes les premières options pratiquement pour lui. Donc ça lui a permis notamment d'avoir un record au premier quart-temps de plus de 30 points. On peut noter qu'il est beaucoup plus combatif, qu'il joue le cercle, qu'il joue vraiment ses duels, qu'il va plus au rebond. Ça fait vraiment plaisir. On retrouve le Kevin Love de Minnesota. À côté de lui, on a LeBron qui force rien. Il donne vraiment une impression de facilité. Cette année, c'est encore pire. En fait, on a l'impression que depuis qu'il a gagné le titre, il n'a plus de poids sur les épaules. Voilà, son objectif, c'est d'en prendre un nouveau. Petit à petit, voilà, il sait qu'il a l'équipe pour, il sait qu'il a l'effectif pour, il sait qu'il peut, en faisant entre guillemets peu d'efforts, il va faire un 27-8-8 facile. Et le mec force rien. Et il est à 29 points. Il est à entre 26, 24, 29 points. Et puis il a Kyrie Irving à côté. Et puis il a Kevin Love. Et il fait tiens Kyrie, tiens Kevin Love, et il se prend rien pour lui. Et on le voit être capable de faire ça, et être capable de, sur un match comme celui d'hier, où il y a un déficit de 13 points, de dire non c'est bon, on arrête de rigoler.
de mettre 3 tirs à 3 points longue distance, de claquer des dunks avec une puissance folle. On connaît l'animal maintenant. Hein. Quand on fait 2m5, 105 kg et puis enfin 115 et qu'on a 5% de masse graisseuse, voilà, c'est un tank. C'est un tank. Et à côté de ça, on a l'émergence encore plus que l'année dernière, toujours plus là, de Kyrie Irving. Et Kyrie Irving il est affolant. J'en profite, je lance une dédicace à un de mes potes, à Milo, qui est fan de Kyrie, donc, qui va sûrement d'ici peu animer une émission avec moi, une première émission à deux, ça va être cool. Et notamment, voilà, Kyrie, hier il met le buzzer de la gagne, il fait tout ce qu'il faut sur la scène. C'est l'histoire de Cleveland. C'est blessé pendant 3 à 4 mois. Alors la rotation, ça va être logiquement Emmanuel Impact, donc ça va faire un joueur très défensif à la place, mais on va perdre une option offensive importante. Donc compliqué. Je pense que maintenant, faut pas oublier que Cleveland est encore assez... Et que Cleveland s'est fait plaisir en mettant sur dans ce match-là pour le faire défendre sur les sur Steph Curry, sur les sessions, ça a plutôt bien marché.